Bonjour à tous. Bon, 30 minutes, ça va être compliqué. Comme pour Mathias, mais on va essayer d'aller vite. Alors, est-ce que vous avez moyen de passer d'image en image sur ce visualiseur? Je ne sais pas du tout. Ah, tu as mon assistante alors? Oui, Ok, d'accord. Alors, je sais que la conf qui va venir après moi, ça va être l'histoire voilà, de Loïc, c'est ça? Ça va être l'histoire de l'arrivée du jeu indé. Voilà. Et quand on parle d'arrivée du jeu indé, on parle en fait de la... Bon, on aurait pu, limite je pense que les historiens le feront plus tard, donner un nom à, à ce retour en fait des jeux indés dans les années 2000. Voilà, on pourrait appeler ça, si on reste très franco-français, la nouvelle vague, par exemple. Mais le jeu indé, qu'est-ce que c'est? Le jeu indé, en fait, ça remonte à l'époque de l'Apple II. Je vous explique. À l'époque, le jeu vidéo, c'est le jeu vidéo d'arcade. Le jeu vidéo d'arcade, c'est détenu par des sociétés qui ont le budget pour faire de l'électronique et produire leurs propres machines. Donc, c'est pas un milieu d'amateurs. Il y a les consoles Pong et l'Atari VCS. C'est exactement la même problématique. Il faut être professionnel et pour sortir un jeu sur Atari VCS, par exemple, il faut travailler chez Atari. Il n'y a pas de place à l'amateurisme. Et ce qui va en fait vraiment faire que les gens vont se dire ah, on va faire notre propre jeu vidéo, on va les vendre, c'est l'arrivée de l'Apple II. Qui sur les trois micro-ordinateurs sortis en 77, le TRS-80, le Commodore PET et l'Apple II, c'est le seul à afficher des pixels et à arriver à un nombre total de couleurs incroyable de 6 couleurs. Si vous aviez le bon câble et un téléviseur. D'habitude, la plupart des gens utilisaient un écran monochrome. L'explosion des jeux indés, ça va surtout arriver en 79. Pourquoi 79 ? Ça fait 2 ans que la machine est sortie. Les manuels de programmation commencent à arriver. On commence à avoir de la doc. Et on commence à avoir 48 kilooctets. L'Apple II commence à être 4 kilooctets. Donc, programme plus complexe, que ce soit des programmes pro comme VisiCalc, qui est l'ancêtre de XL, ou des nouveaux types de jeux qui sont plus complexes qu'un simple jeu d'arcade. Et là, on va avoir des influences comme Donjons et Dragons, et les jeux de rôle sur table qui vont influencer énormément le jeu vidéo. Alors, on passe à l'image d'après. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? On voit des jeux. On voit des jeux indés. Des jeux amateurs, comme on dit à l'époque. Des jeunes qui dépassent rarement 20 ans en âge, qui programment des jeux et qui les vendent, en fait, qui impriment eux-mêmes par leurs divers moyens des petites documentations, qui les mettent dans des sacs en plastique et qui vont commencer à les vendre. Alors pourquoi ils vont commencer à les vendre? Parce qu'il y a une demande. En fait, les micro-ordinateurs, ça aurait pu rester une machine avec que des logiciels sérieux. Mais en fait, non, pas du tout. Ça va être complètement détourné de l'usage unique. D'ailleurs, Steve Wozniak, en concevant l'Apple II, il a eu cet instinct. Il avait eu l'occasion de faire une visite chez Atari et de voir des jeux vidéo. Et il s'était dit, si je donnais la possibilité à l'Apple II d'afficher des pixels, ce serait peut-être sympa pour faire du graphisme. Pas oublier qu'à cette époque-là, on parlait, ne serait-ce qu'en résolution, pour les résolutions d'ordinateur, on parlait en nombre de caractères, en vertical et en horizontal. C'est-à-dire, quelle quantité de texte on va pouvoir mettre sur l'écran. On ne pensait pas du tout à l'image. Et donc, comme cette demande va, en fait, être de plus en plus grosse, les magasins vont se dire, mais j'ai des gens qui demandent des logiciels, et surtout des jeux. Et j'ai des petits jeunes qui programment des jeux. Il y a un business à faire. Donc ils vont se mettre à vendre, à distribuer les jeux de leurs clients. Puis les petits développeurs indés, les premiers, se disent « Ah mais ça commence à rapporter », ils vont commencer aussi à en vendre eux-mêmes en mettant des petites annonces dans les magazines.
surtout d'informatique, parce qu'il n'y a pas encore de magazine de jeux vidéo aux États-Unis, et donc ils vont passer leur soirée, après avoir programmé leur jeu, à dupliquer des disquettes et à les vendre. Trois petits exemples. Jordan Mechner, créateur de Karateka et de Prince of Persia. Voilà, 14-15 ans, son Apple II, et la création d'un jeu qui va révolutionner les jeux vidéo de l'époque. Karateka avec une animation digne d'un dessin animé, premiers essais de rotoscoping. C'est quelqu'un qui adore le cinéma et le jeu vidéo et qui va essayer en fait d'apporter de la narration. Voilà Karateka. On passe à et en 84, après la sortie de Karateka, 5 années de développement, 1989, Prince of Persia. Il sort, c'est vraiment le dernier gros hit de l'Apple II. À ce moment-là, il va travailler directement chez un éditeur, c'est-à-dire que il n'est plus totalement indé, il est sous contrat. Le jeu n'a pas des ventes énormes sur Apple II, puisque tout le monde a commencé à changer de machine. C'est une machine qui quand même date de 77. Mais il va être adapté par son éditeur en fait sur toutes les machines du moment pendant 4-5 ans. Donc finalement, il va quand même récupérer, grâce à un contrat, un peu d'argent, et puis il va lancer la production de Prince of Persia 2. Et par la suite, il va continuer dans cette technique de rotoscoping et faire GLaDOS Express, qui est un jeu d'enquête dans un train, donc avec une technique très originale au niveau de l'image. Alors qu'est-ce qu'il a fait après? Il a un peu, comme sa grande passion c'était le cinéma, il a switché un peu, il a aidé un peu Ubi quand Ubi a repris Prince of Persia. Et après, Ubi a voulu faire un Prince of Persia sans Prince of Persia, et a donc fait Assassin's Creed. Voilà. Donc on pourrait dire que indirectement, c'est quand même un des instigateurs des Assassin's Creed qu'on connaît aujourd'hui. Il a fait beaucoup de scénarios dans le cinéma, il a aidé au film Prince of Persia, et puis dans le jeu vidéo, il n'a pas fait grand-chose après. Moi j'ai mon petit doigt qui me dit qu'il risque de revenir bientôt. Mais voilà, typiquement un grand star qui a commencé indé, qui est devenu très rapidement pro et qui a arrêté. Deuxième exemple, Richard Garriott, un Apple II, normal. Quelqu'un qui au lycée a eu la chance d'être en contact avec des ordinateurs et à comprendre comment programmer, et qui était fan de jeux de rôle, et qui avait déjà fait une vingtaine de jeux à l'école. Ouais, c'était l'élève qui restait jusqu'à 20h à l'école sur les ordinateurs, c'était lui. Il va commencer, comme je vous l'ai décrit, par les magasins, par la vente. Donc vous voyez ces 4 lecteurs de disquettes pour dupliquer les jeux. Ça va être un des premiers succès du RPG. On lui doit énormément de familles du RPG moderne, comme Dragon Quest ou Final Fantasy. Voilà, les Ultima ont été une grande inspiration. Il va devenir riche. Il va créer sa boîte Origin System. Alors on peut... pour l'image, voilà Ultima. Voilà, on peut passer. Et voilà où ça va finir. Ça va finir avec un des premiers MMORPG. Donc en 97, Ultima Online. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ultima, ça va finir, ça va vraiment mourir d'une façon vraiment horrible, parce qu'Electronic Arts, en fait, rachète Origin System. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un conflit en interne. Il y a un conflit entre cette équipe de vieux développeurs, parce que 97, il y a déjà quelques années d'expérience, avec pratiquement tout la core team, qui, eux, ne veulent pas, en fait, prendre le pli et adopter les techniques industrielles que Electronic Arts commence, en fait,
à leur imposer. Donc ils quittent Electronic Arts et la série va mourir. Puisque même les tentatives de reboot d'Electronic Arts n'ont pas réussi à relancer l'Ultima. Ils ont gardé le nom Origin. Si vous suivez l'actualité moderne du jeu vidéo, bon, voilà, ils ont tenté de faire un équivalent de Steam. Pas trop marché, hein, comme Uplay par exemple. Voilà. Alors lui, Richard Garriott, qui était fils d'astronaute, il a tenté de faire un MMORPG avec les Coréens de NCSoft et puis ça s'est très mal passé. Et il a réalisé son rêve d'aller dans l'espace. Ça a été un des premiers touristes de l'espace. Et aujourd'hui, il essaye de relancer la série Ultima sans avoir le nom, puisque la marque est détenue par Electronic Arts. Donc, avec un jeu qui s'appelle Shroud of the Avatar. Je ne sais pas si quelqu'un connaît, on peut regarder l'image après. Voilà. Qui, on peut dire, est un MMORPG un peu indé, qui n'a pas beaucoup de moyens, qui surtout a pas de moyens de communication, qui ne communique pas. Combien de personnes ici le connaissent, ce jeu? Une, deux? Ok. Voilà. C'est effectivement, quand on essaie de faire un jeu de cette envergure et on est indé, on n'a pas beaucoup de budget, c'est très lent. Il a tenté aussi de le faire sans éditeur, pour le coup, pour éviter les déboires qu'il a eu avec Electronic Arts ou NCSoft. Après, ça reste quand même une très grande communauté de fans d'Ultima qui jouent à ce jeu-là. Donc, grosse communauté qui le suit depuis longtemps. Voilà. Et dernier exemple, alors Jeff Minter. Jeff Minter, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est certainement un des plus vieux développeurs indé qui est encore indé aujourd'hui. Et j'ai pris cette photo qui est très intéressante, où dès le début, lui il a commencé à faire son premier jeu en 1981. Et là, je crois qu'on est en 1983 ou 4. Et il déclare dans un magazine, les distributeurs, ils distribuent pas. Puis après, il parle des premiers éditeurs qui commencent à connaître en Angleterre et aux USA, parce qu'il a même des contacts avec Atari. Et puis, lui, dès le départ, il est allergique. Il sait qu'il veut rester indé. Alors, il va produire énormément de jeux, et la plupart du temps, tout seul. C'est-à-dire que c'est une définition de l'auteur qu'on pourrait très rapprocher de la littérature. C'est-à-dire qu'il travaille très rarement avec quelqu'un. D'ailleurs, pour être indé, il s'est acheté une ferme et il vit en totale autonomie avec un lama, des chèvres, des moutons. Donc c'est quelqu'un qui a voulu complètement en fait être en totale autonomie par rapport à l'industrie du jeu vidéo. Et déjà une industrie qui en 83 était vraiment toute petite. Voilà, est-ce qu'on pouvait parler d'industrie déjà hors des USA? On n'en parlait pas beaucoup en Europe. C'était quand même assez amateur, même si ça commençait à se structurer. Passe à l'image suivante. Voilà. Donc ces premiers jeux, c'est des jeux quand même assez délirants, qu'on pourrait rapprocher à pas mal de jeux indés qu'on a connus dans les années 2000 aussi, où c'est des petits jeux, mais avec un parti pris et un graphisme et des délires très personnels. Et le voilà aujourd'hui, voilà, toujours indé, toujours à faire ce qu'il veut, et il arrive à en vivre. Alors là, il vient de sortir un jeu récemment sur PS4 qui s'appelle Polybius. Est-ce que quelqu'un connaît le nom Polybius? Il connaît la légende de jeu? C'est un jeu qui est censé être un faux jeu, hein. C'est une légende urbaine du jeu vidéo. Et qui était censé être un jeu un peu monitoré par la CIA pour analyser les joueurs. Et en fait, il a repris cette légende urbaine et il en a fait un jeu qui ressemble beaucoup à... C'est un tunnel shooter, ça ressemble beaucoup à Tempest. Il adore les délires psychédéliques quand il fait des jeux d'action. Donc c'est un jeu qui est sorti aussi en VR. Ça, si vous voulez en fait faire du mal à quelqu'un qui est sensible à la VR, c'est le jeu qu'il faut prendre.
Voilà. Alors on va passer au dossier Electronic Arts. Oui, ah, c'est peut-être mieux que je fasse moi-même, pour le coup. Mais oui, j'avais oublié que j'avais la souris. Ah. Voilà. Alors, Electronic Arts au début. Qu'est-ce que c'est? C'est un ancien d'Apple, Trip Hawkins, qui enfin, qu'est-ce qu'il fait à l'époque? En fait, il part de chez Apple, il était directeur product marketing, il part de chez Apple, pourquoi? Parce qu'Apple ne veut pas entendre parler de jeux vidéo. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a exactement la même mentalité quand on regarde ses interviews, quand on lit ses interviews de cette époque-là, on se dit mais en fait ce qu'il raconte c'est Devolver. C'est exactement ce que raconte Devolver aujourd'hui. Il veut créer un éditeur qui aide en fait les développeurs indés à avoir un marketing plus global, à les distribuer vraiment bien à travers tout le pays, voire dans le monde. C'est exactement ce qu'il veut faire. Ça a bien changé. Alors, est-ce que je peux moi-même passer... Ah, voilà, c'est peut-être mieux aussi. Donc là, exemple de Bill Budge qui est un développeur indé, qui a commencé sur Apple II, ben, étonnamment, qui a sorti un jeu tout seul, qui a payé des pubs dans les magazines, qu'il a réalisé lui-même. Il tente de faire sa distribution, il amène tous ses amis à la maison, il met à contribution sa famille pour dupliquer les disquettes, pour les envoyer par la poste et tout. Puis au bout d'un moment, il en a marre parce que, en fait, il fait plus de jeux, il gère une entreprise. Il gère le marketing, il gère la com, il gère la duplication et il veut pas ça. Donc, il va à la rencontre d'Electronic Arts et Trip Hawkins lui dit bah, faire un jeu, le vendre et le distribuer, c'est pas le même métier. Donc moi, je vais t'aider en fait à que tu puisses être à l'aise pour développer des jeux. Et donc, l'idée de Trip Hawkins, c'est vraiment une idée de mettre les auteurs en fait au centre de la communication. Là, on voit son premier jeu chez Electronic Arts, qui est un pinball construction set, qui permettait donc aux gens de faire leur propre flipper, parce que son premier jeu était un jeu de flipper. Voilà. Alors, la politique éditoriale, c'est de faire de l'équivalent des auteurs de jeux vidéo des stars, comme des stars de la musique, de vraiment avoir la musique comme modèle. Et donc les jeux qui tiennent sur des disquettes 5 pouces 1 quart, donc très fines, enfin à peu près cette taille-là, ils vont choisir comme packaging en fait le packaging du vinyle, pour encore se rapprocher un peu plus de la musique. Alors je vous ai choisi la meilleure pub d'Electronic Arts à l'époque. C'est vraiment que j'adore, avec Can a computer make you cry? Est-ce qu'un ordinateur peut vous faire pleurer? Et on est déjà dans la politique d'auteur, mais aussi on est dans cette vision du jeu vidéo qui avant-gardiste, qui n'est pas juste un simple jeu d'action et qui peut transmettre des émotions. Et effectivement, quand on regarde leur équipe de développeurs indés, c'est des gens qui sont déjà mais peut-être 10-15 ans en avance, minimum au niveau de ce que va devenir le jeu vidéo. Donc vous voyez, hein, Electronic Arts a vraiment bien changé. Et je ne pouvais pas vous empêcher de vous montrer Mule, qui est une légende du jeu vidéo, et de vous montrer la superbe jaquette. Voilà, un des papas des jeux de stratégie, de gestion, qui à la base était un board game, mais adapté à la micro-informatique. Alors voilà, je vous montre l'intérieur hein, avec l'équipe qui a développé le jeu. Ils sont mis en scène au niveau photo, un peu comme c'était des stars, comme c'était un groupe de musiciens. Voilà, avec plein d'humour et de sous-entendus dans la doc et dans les textes du packaging.
Et Electronic Arts va aller même plus loin. Ils vont se dire, on ne va pas éditer que des jeux, on va éditer ce qu'on appelle aujourd'hui des middleware ou des logiciels d'aide à la création. Comme par exemple Music Construction 7 ou le légendaire Deluxe Paint, qui était la référence du pixel art dans les années 90 et qu'il est resté très très longtemps. Sur GBA, il y avait encore des jeux qui étaient réalisés avec Deluxe Paint. Donc on voit que la politique d'Electronic Arts, elle est complètement centrée création à cette époque-là. Après l'Apple II, qui commence à se faire vieux, ils vont choisir l'Amiga et ils vont le soutenir via plusieurs pubs du genre. Alors l'Amiga, c'est le rêve des créateurs à l'époque. Malheureusement, c'est un rêve qui va devenir plus européen qu'américain, puisque aux USA, en fait, le fait d'avoir des IBM PC partout dans les bureaux, dans la partie professionnelle, va tuer des micro-ordinateurs comme l'Amiga, qui est un ordinateur qui aurait pu très bien, en fait, aujourd'hui subsister et rester à la place, prendre la place du Mac d'aujourd'hui. Parce que c'était on peut dire que l'Amiga, c'était le premier ordinateur multimédia, qui était capable d'afficher des images avec beaucoup de couleurs et de rendre du son numérique. Donc ce qui va permettre aux auteurs de s'exprimer de plus belle façon. Voilà, on voit un petit exemple des jeux qui avaient sorti à l'époque. Et en 87, sur le Commodore 64, on a Skate or Die qui sort. Et là, il y a un changement de politique au sein d'Electronic Arts, déjà. Tout petit changement, il passe d'éditeurs en fait à des équipes in-house. C'est-à-dire qu'ils vont faire donc du jeu en interne, en production interne. En plus de continuer à être éditeur. Et comme les jeux deviennent de plus en plus complexes à produire, et que plus ils deviennent complexes, plus il est dur de donner des dates de sortie, ils essayent de trouver un moyen en interne d'avoir un revenu régulier. Et Trip Hawkins, en fait, qui est fan de sport, se dit, mais les championnats dans les sports, en fait, c'est chaque année. Donc ça voudrait dire qu'on pourrait sortir, en fait, un jeu de sport chaque année, et ça serait en fait une sorte de série qui alimenterait de façon régulière pour sécuriser en fait les finances d'Electronic Arts et pour qu'ils puissent prendre des risques avec des jeux qui seraient un peu plus des jeux d'auteur. Et c'est quelque chose qu'on peut retrouver aujourd'hui comme stratégie chez certains grands du cinéma, où ils vont faire 70% de leur chiffre avec du blockbuster et ils vont garder un peu d'argent à côté pour parier sur pour des réalisateurs indépendants un peu plus moins grand public, on va dire. Et donc là, on a le premier John Madden sur Apple II. Et c'est une politique qui va permettre à Electronic Arts de survivre, enfin en tout cas d'arriver jusqu'à notre époque. Après, le problème d'Electronic Arts, ça va être qu'ils vont produire beaucoup de jeux sur micros, qui sont des micros comme l'Amiga ou l'Atari ST, qui sont pour Trip Hawkins les meilleurs micros, puisque le PC à l'époque, c'est 4 couleurs, pas de son, la plupart du temps, pas de port joystick. Les micros ordinateurs comme le ST et l'Amiga, c'était plutôt des choses qu'on pourrait voir comme ça avec l'œil d'aujourd'hui, comme des machine hybride entre les consoles et l'IBM PC. C'est-à-dire qu'il y avait quand même 80% des utilisateurs qui l'achetaient plus pour jouer que pour travailler dessus. Donc là, on a Populous qui a été un des grands succès d'Electronic Arts. Et là, on voit que la politique d'Electronic Arts, en fait, se tourne vers l'Europe et sur les studios européens, parce qu'ils voient que la créativité, en Europe, il y a des choses qui arrivent vraiment sympa, et il rencontre Peter Molineux, voilà,
qui est un peu l'un des papas du genre God Games. Et donc Electronic Arts va commencer à avoir des ventes qui vont être très différentes, hein. Ça commence à se scinder en fait entre l'Europe et les USA au niveau éditorial. Et Trip Hawkins, ce qui va se passer, c'est que il va quitter la boîte en 91, au moment où Electronic Arts se lance sur les consoles, avec l'arrivée de la Mega Drive, où ils vont continuer cette politique de sortir des jeux de sport et quelques jeux. Ils vont progressivement en fait tourner leur politique éditoriale micro plus vers l'Europe et la NES et la Mega Drive en premier lieu plus pour les États-Unis. Trip Hawkins a envie de quitter la boîte, elle est devenue trop grosse et il a surtout une idée derrière la tête, il a envie de créer en fait une console. Donc il va créer une boîte qui s'appelle 3DO, qui va sortir donc un standard de console. Quelqu'un connaît ici la 3DO? Personne. Ok. Et en fait son but c'était de prendre exemple sur le marché de la vidéo. Aujourd'hui quand vous achetez un Blu-ray, vous ne vous demandez pas sur quel lecteur Blu-ray. Je vais le dire, tous les lecteurs Blu-ray lisent les Blu-ray. Et ils voulaient lancer en fait un standard de console, la 3DO, où n'importe quel constructeur pouvait acheter la licence, l'architecture, et sortir leur machine. Et tous les jeux seraient compatibles entre toutes les marques. Electronic Arts va bien sûr devenir un acteur prolifique sur la 3DO. 3DO, c'est un peu comme une PlayStation, un peu moins bonne en 3D, mais c'est quand même très nouveau. C'est une 32 bits par rapport à l'époque. Mais la 3DO ne marche pas. Pourquoi? À cause du système économique en fait qui régit l'économie dans le monde de la console. C'est-à-dire que les constructeurs vendent une console à bas prix, pratiquement à prix coûtant souvent, même dans certains pays un peu moins, et ils récupèrent de l'argent sur les royalties. Or, avec un système d'architecture ouverte comme la 3DO, en fait, les constructeurs qui construisent la console ne récupèrent pas de l'argent sur les consoles, sur les jeux vendus sur leur console, enfin sur la console qu'ils ont sortie, qui n'est pas la leur en plus. Donc c'est compliqué. Et donc la 3DO va mourir, surtout face à la Saturn et la PlayStation, et on va avoir un ancien employé, Larry Probst, qui va prendre le contrôle, va devenir CEO d'Electronic Arts. Et là, lui c'est quelqu'un, et ça c'est un exemple qui arrive souvent dans l'histoire, c'est quelqu'un qui connaît rien aux jeux vidéo. Il sait pas ce que c'est un bon jeu, il joue pas. C'est un gestionnaire. Et donc lui, il va être super pragmatique, il va dire, vu que c'est les jeux de sport, les grandes licences qui marchent, on va se concentrer là-dessus. Et au lieu d'éditer en fait les jeux de petits studios qui nous paraissent sympas comme faisait Trip Hawkins avant, en fait il va racheter les studios, il va les vider de leur substance pour rapatrier en fait les meilleurs employés au sein d'Electronic Arts. Et ça c'est quelque chose qui est une politique de beaucoup d'éditeurs devenus gros, devenir tentaculaires, et gourmands pour grossir le plus vite sur le marché. Alors bien sûr, à chaque fois qu'ils vont trouver un studio comme Maxi par exemple qui font les Sims, ça se passe bien au début, ils en vendent 1 ou 2, 3 et puis après ils mettent la main dessus, ils virent tout le monde. Parce qu'en fait, ce qu'ils essaient de faire, c'est que aujourd'hui, et ça se voit encore aujourd'hui, on a tous les jours des exemples de cette politique-là. Si on prend par exemple BioWare, et DICE, c'est un studio qui a beaucoup résisté en fait, c'est quand Electronic Arts arrive et essaye d'imposer en fait sa manière de gérer, de créer un jeu à des studios qui ont déjà leur méthode et qui marchent bien, c'est problématique et ça détruit beaucoup de, comme on dit aujourd'hui, de licences. Alors on a pas mal d'exemples. Et donc ça c'est quelque chose qui est arrivé dans les années 90, vraiment beaucoup, surtout quand le marketing, fin des années 90, est devenu prédominant par rapport à la qualité des jeux. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, le marché du jeu vidéo, qui était un marché de connaisseurs, qui savaient choisir du jeu, qui était critique, il a atteint une masse qui faisait qu'il y avait plus de joueurs en fait, un peu lambda,
face aux joueurs spécialistes. Et donc, c'est là où le marketing est entré en masse, à la fin des années 90 et des années 2000, et ça a changé complètement la politique de la boîte. Alors, on va passer à Activision, il nous reste encore un peu de temps. Il nous reste des petites 32 minutes. Ok, j'ai fait 2 fois... J'ai fait beaucoup trop. Bon, bah on va faire rapidement quand même. Rapidement un autre exemple, voilà, Activision. On se retrouve chez Atari. Atari a été racheté par la Warner. Nolan Bushnell, qui était le créateur de la boîte et qui, sans être un créateur de jeux, adorait la technologie et le ludique, est viré. Et on a un gestionnaire qui vient de l'industrie du textile qui arrive, qui s'appelle Ray Kassar. Voilà. Ses employés avaient l'air de bien l'aimer. Vous voyez, il y avait plein de photos de lui avec... c'est lui, le pas beau. Il change complètement la politique de chez Atari, mais aussi l'ambiance. C'est-à-dire que Atari, c'est quand même une boîte qui était un peu indé au départ, qui était un peu limite, et puis je dirais, sans exagérer, hippie, si vous connaissez l'histoire d'Atari. Voilà, avec Nolan Bushnell qui organisait même des fêtes et qui invitait ses employés. Et là, on est passé dans quelque chose de très costard-cravate, très, très sérieux. Donc, les employés, beaucoup d'employés ont eu du mal avec ce changement en fait, de philosophie de la boîte. Et on a ces quatre employés. Donc, voilà David Crane, le créateur de Pitfall, Larry Kaplan, Bob Whitehead et Alan Miller. J'ai réussi à me souvenir des quatre noms. D'habitude, donc il y en a 2 que je préfère, donc c'est dur pour les autres. Et il travaille chez Atari, et David Crane, en fait, va récupérer un document qui montre combien de dollars en fait génère chaque jeu. Alors, ils sont pas super bien payés, les employés d'Atari. Ils ont 3 mois pour faire un jeu à chaque fois, tout seuls. C'est-à-dire qu'ils font le graphisme, le code et le game design. Ils sont payés à l'époque à peu près 20 000 $ l'année. C'est pas super, Et ils commencent à regarder les bénéfices des jeux qu'ils ont programmés, qu'ils ont conçus. Et ils se disent, ouais quand même, on a des jeux quand même qui ont ramené 20-30 millions de $ à Atari. Et en plus, on n'a même pas le droit d'avoir nos noms dessus. Et en tant qu'employé d'Atari, aucune reconnaissance. Et donc ils vont aller voir Ray Kassar, ils vont lui demander un rendez-vous et ils vont proposer donc au patron d'Atari d'avoir leur nom au moins sur la doc, sur la cartouche, ça pouvait se comprendre, ça faisait que 4 kilooctets. Mais d'avoir une prime. Et Ray Kassar en fait refuse, donc ils partent de chez Atari et ils vont créer une boîte qui s'appelle Activision. Ils vont fabriquer leur propre kit de développement, parce qu'Atari va leur mettre un procès en pensant qu'ils ont volé du matériel Atari. Donc là, c'est assez intéressant, c'est le savoir de développeurs qu'ils exportent hors de la boîte, et Activision va devenir donc le premier éditeur sur console indépendant. Et la justice va leur donner raison, puisque l'Atari VCS n'est pas protégée. Donc n'importe qui va pouvoir développer des jeux dessus. Donc ils ouvrent en fait la boîte de Pandore pour que tout le monde puisse développer en fait sur console. Voilà, Activision, énorme succès. Ils vont à 4 game designers, puisque le terme game designer commence à arriver à cette époque. Puisqu'ils vont avoir comme Electronic Arts, ils vont avoir droit à leur nom dans les pubs télé, dans la presse et dans les boîtes. Voilà, ils vont gagner des millions, Activision va engager des nouveaux employés. Puis après, avec le crack de 83, ils vont se lancer sur micro. Et on va avoir la même politique qu'Electronic Arts, c'est-à-dire qu'on va avoir des jeux très originaux. Comme par exemple Little Computer People, qui est un des ancêtres des Sims. Alors je vais essayer de vous montrer, je vais vite, je vais pas vous montrer toutes les pubs. Alors, on voit le logo Activision qui n'a pas changé. Puis je sais pas si vous avez fait gaffe sur le logo Activision, mais si vous regardez le T et le V, en fait ça fait TV.
Parce qu'un des noms alternatifs à Video Games, aussi, c'est TV Games pendant un court moment. Voilà, on a Alter Ego aussi, qui est un jeu très très original qui permet de vivre des vies simulées de la naissance jusqu'à la mort d'un personnage. Voilà. Et puis ils vont commencer à aller sur le micro, alors de plus en plus, ça je vous montre Little Computer People. Et ce qui va se passer, c'est une grosse erreur stratégique d'Activision, et c'est pour ça que ce qui va conduire au rachat et au changement de politique, c'est qu'ils vont se lancer dans les logiciels professionnels, et ils vont pas prendre en fait le pas des nouvelles consoles qui arrivent, et ils vont avoir un gros problème, ce qui va en fait conduire au rachat d'Activision par des financiers, et puis après, un peu plus tard, par Vivendi, avec la fusion en 2007 qu'on connaît avec Blizzard. Voilà, j'ai essayé de faire vite pour la fin, j'avais plein d'autres choses à dire, mais... Ah, est-ce qu'il y aurait une ou deux questions sinon on se retrouve peut-être à la table ronde après. Je sais pas, comme vous voulez. Non, pas de questions, ça va? C'était assez clair? Si, une? C'est une mini remarque, c'est juste que ça m'a fait vachement penser à la trajectoire que prennent les gros éditeurs de jeux de société en ce moment, type Asmodée. D'accord. Un nombre de paraît extraordinaire de toute la conférence que j'ai vue. Mais exactement, plus on grossit, plus en fait on s'expose à des problèmes. Ouais. Même la démarche d'auteur avec les auteurs de jeux de société qui sont très mis en avant par les petits éditeurs, enfin bref. D'accord. Bon, bah merci à tous. Ah.